Donc on voit que ce n'est pas justement ce que la personne dit, ce que la personne va faire, ce que la personne va voir, ce qu'elle a besoin de faire. C'est qu'il y a plusieurs dimensions, il y en a 6, 7, parfois 8, on va les détailler, qui nous permettent de mieux comprendre comment l'utilisateur va fonctionner. Et pour cela, le premier outil, développer des users. Mieux connaître nos utilisateurs pour ensuite pouvoir faire des user stories. Alors ici, j'ai mis une carte d'empathie qui est un grand classique qu'on trouve notamment dans le design thinking, qui permet, j'aime pas trop cette image, mais elle est symbolique et elle est souvent utilisée, de représenter le cerveau de la personne pour voir qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a envie de faire, c'est qui la personne, qu'est-ce qu'elle entend et qu'est-ce qu'elle fait. Pourquoi ? Un cerveau ou une tête, c'est juste une partie du corps, et vous connaissez mon appétence pour les modèles de leadership, notamment des 3 centres, cerveau, cœur et corps. Et là, on a l'impression que l'empathie n'est que liée à la tête. Bon, c'est une modélisation. J'aurais mis en fait mes 3 centres au centre. Et justement, on le retrouve, parce qu'on voit à l'intérieur du cerveau ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Donc on voit que ce n'est pas justement ce que la personne dit, ce que la personne va faire, ce que la personne va voir, ce qu'elle a besoin de faire. C'est qu'il y a plusieurs dimensions, il y en a 6, 7, parfois 8, on va les détailler, qui nous permettent de mieux comprendre comment l'utilisateur va fonctionner. Et pour cela, ça va nécessiter pour nous un effort. Un effort qui va être déjà d'être connecté à nous-mêmes pour pouvoir être à l'écoute, en empathie de l'autre. C'est une vraie capacité de communication ou de compréhension. Alors vous allez me dire, oui, mais parfois l'utilisateur, je ne l'ai pas face à moi, même si ça m'arrive de l'avoir, il fonctionne différemment, je ne le comprends pas, et puis ce n'est pas forcément la personne la plus pertinente. Ok. Maintenant, voyons comment on va développer cette empathie. D'abord, identifions notre utilisateur. Client externe, client interne. À l'intérieur d'une équipe, notre utilisateur, ça peut être notre chef, ça peut être quelqu'un de l'équipe d'après qui travaille sur la suite du processus ou des activités que nous menons. Ça peut être les fonctions RH, les fonctions finance, d'autres fonctions en fait, avec lesquelles nous travaillons pour élaborer et faire avancer les services et les produits sur lesquels nous collaborons. Eh bien, notre empathie, on va la développer pas seulement avec le cerveau, quelles sont les idées, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il pense, mais aussi qu'est-ce qu'il ressent, quels sont ses désirs, quelles sont ses frustrations, et aussi quels sont ses ressentis, quelles sont ses gênes, quels sont ses inconforts. Comme on la voit sur cette petite image, je sais exactement ce que tu ressens. Développer une capacité d'empathie, pas seulement intellectuelle, nous permet en fait de ressentir ce que vit notre utilisateur, notre client, et de comprendre parfois même mieux que lui-même quels sont ses vrais besoins implicites. Pas les attentes qu'il exprime de manière explicite, parfois pas honnêtement, pas en transparence, parce qu'il y a de la gêne, parce qu'il n'ose pas forcément les exprimer, parce que ça peut être un signe de faiblesse ou un signe de gêne. Et certains entrepreneurs et certains leaders ont cette vraie capacité de connaître leurs clients mieux qu'eux-mêmes. Comme le dit Henry Ford, lorsqu'il a inventé la Ford T, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides ou plus nombreux. Mais c'est exactement, il a fait autre chose. Il s'est plongé dans le vécu, en fait, le ressenti d'avoir des chevaux, mais des chevaux plus rapides, c'est pas possible. Et il a imaginé le concept de la voiture, avec la Ford T, qui permet de changer radicalement. Il y a aussi un film qui m'a beaucoup marqué, qui est assez peu connu, qui s'appelle Thank You for Smoking, où l'acteur principal du film, qu'on voit ici sur l'image, en fait, c'est quelqu'un qui est assez désagréable dans le film, mais qui a une véritable intelligence de comprendre et d'aller écouter comment fonctionnent en fait ses utilisateurs et ses clients. Donc c'est quelqu'un qui travaille pour un lobby du cigare, de la cigarette. Donc il va aller vendre, tiens, qu'est-ce qui fait que les gens sont accros à la cigarette. Et on le voit au tout début du film, dans une séquence où il est en avion et il voyage en seconde. Et il y a une voix off où il nous dit « Vous vous demandez pourquoi je voyage en seconde ?» C'est quelqu'un qui est extrêmement riche, donc il devrait voyager en première. Mais si vous vous posez la question, c'est que j'aime bien comprendre ce que vivent mes clients. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Quels sont leurs besoins? Et en fait, ils s'immergent dans leur monde.
C'est exactement cette capacité-là qu'il est indispensable de développer. Imaginons que lorsqu'on construit nos produits, nos services, nos activités, qu'on s'immerge dans la vie de nos clients. J'avais l'habitude de faire cet exercice, notamment dans un domaine de communication, car quand on développe de l'empathie pour nos collègues, pour des personnes, des partenaires avec lesquels on a besoin de travailler, même si au début on n'a pas envie parce que parfois on est en conflit avec ces personnes-là, mais quand on développe cette empathie pour ces personnes-là, la qualité de la communication augmente de manière incroyable. Et je leur faisais faire cet exercice que je vous invite à vivre dès maintenant, de fermer les yeux, de se détendre un petit peu, ici de se recentrer et de s'imaginer qu'après cette nuit, là, la nuit qui va arriver, demain matin, on se réveille dans le corps de notre client externe, interne, de nos utilisateurs. Donc on choisit une personne, on l'imagine, elle s'appelle Franck, Aurélie, et on s'imagine dans le corps de cette personne. Donc on respire comme elle respire. On se lève le matin, dans le lit, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de nous ou pas, on ressent ce corps qui est différent du nôtre, mais on est en train de vivre ce corps. Puis on se lève, on va faire sa toilette, peut-être qu'on prend son petit déjeuner avec sa famille, ses enfants. Qu'est-ce qu'on ressent? À quoi on pense? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est important pour nous? Puis après, on sort, on prend sa voiture ou les transports, on va au travail. Quelles sont les pensées qui sont importantes pour nous? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelles sont nos frustrations? Et par cet exercice, de plus en plus, on va vivre les activités de la journée et on va imaginer à 2-3 heures de l'après-midi qu'on fait une rencontre avec nous-mêmes, la vraie personne, et qu'on lui pose cette question. Tiens, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est facile dans ta journée? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui te frustre? En quoi cette application, ce service, ce produit que je te propose, il pourrait avoir quelque chose qui a de la vraie valeur ajoutée pour toi? Et on voit quand on fait cet exercice avec les 3 centres, donc le cerveau, le cœur et le corps, le ressenti, les émotions, la qualité relationnelle, mais aussi les pensées, eh bien, on développe cette empathie et on comprend parfois mieux que notre interlocuteur dans lequel on s'est mis, dans sa peau, quels sont ses besoins et comment le service pourrait lui apporter de la vraie valeur. Je le résume ici dans cette page, qui est de dire, on peut faire 3 types d'empathie pour reconnaître notre avatar client. On peut le faire de manière intellectuelle, on s'imagine, on pense, on théorise, on fait des études, et c'est ok. Notamment quand vous faites de la masse, c'est important de faire des études, d'avoir des statistiques. On va le voir, c'est ce qu'on appelle le user research. Il y a une deuxième méthode qui est de se mettre à la place de l'autre. On se dit qu'il y a des chances qui vivent cela, mais surtout, le plus important, c'est de faire comme dans Thank You for Smoking, c'est de vivre et devenir notre prospect, notre client interne, externe, notre utilisateur, pour voir, pour ressentir ce qu'il ressent dans ce quotidien. Et en fait, il y a des méthodes aussi dans l'entreprise qui font ça. Dans le Lean, ça s'appelle le Gemba. On va sur le terrain et on imagine ce que vivent les opérationnels sur le terrain. On fait parfois du vie ma vie. Aussi Airbnb, cette application qui est exceptionnelle aujourd'hui, au début, au lancement, ils avaient du mal à fonctionner parce qu'ils étaient à San Francisco, basés à San Francisco, ils essayaient de mettre en location en fait, des appartements qui étaient à New York. Et le meilleur conseil qu'on leur a donné, c'est Paul Graham de White Combinator qui leur a dit, mais allez voir vos clients, vos prospects. Et du coup, ils se sont déplacés à New York et ils ont passé du temps dans les appartements de leurs clients. Et ils ont réalisé que leurs clients, ils avaient du mal à prendre des photos. C'était dans les années 2000, donc on n'était pas à l'aise avec prendre une photo chez soi, la mettre sur Internet pour proposer son appartement. Mais en le vivant avec leurs clients, ça a totalement changé leur mindset. Ils ont compris. Et c'est la clé des entrepreneurs qui réussissent sur de nouvelles applications ou des services, c'est de se mettre dans la peau du client. Comme le dit Peter Drucker, le but du marketing, c'est de connaître et de comprendre le client mieux que lui-même. Si bien, finalement, que le produit ou le service, il est sur mesure et il se vend de lui-même. Donc c'est vraiment cette notion-là qui est indispensable à développer encore et encore. La recherche utilisateur, c'est ce qui permet de passer, on pourrait dire, à l'échelle dans cette dimension de compréhension des utilisateurs et de leurs besoins. Donc il y a une dimension qualitative, comme je l'ai fait, faire des interviews, des rencontres, des enquêtes, utiliser des outils comme le Net Promoter Score, qui note de 1 à 10, quelle est la satisfaction de l'utilisateur, et on le voit tous, le Net Promoter Score est très fréquent, on vous demande une note de 1 à 10, quand c'est de 9 à 10, vous êtes ce qu'on appelle un promoteur, c'est génial, quand vous êtes à 7 ou 8, c'est neutre, et quand vous êtes à 6 ou en dessous, c'est que vous êtes un détracteur. Et on compare le pourcentage de détracteurs versus promoteurs. Si vous êtes pourcentage négatif, c'est qu'il y a plus de détracteurs que de promoteurs. En pourcentage positif, c'est que vous avez plus de promoteurs que de détracteurs. C'est un super outil qui est maintenant largement diffusé dans le domaine des services bancaires, financiers, assurances, et aussi des services type Darty qui vous demandent quelle est votre satisfaction et qui permet d'ajuster en fait
exactement sur quoi agir pour faire passer l'insatisfaction à la satisfaction. Il y a aussi énormément d'études quantitatives, d'études de marché, de volume, de statistiques, d'utilisation. Et là-dessus, Google Analytics, par exemple, qui est utilisé sur les applications, les sites web ou des outils encore plus poussés comme Sentry, vous permettent de voir où ce que les personnes cliquent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils regardent. Dans l'idée, c'est de développer une vraie science, en fait, une user research, de quoi ont besoin, en fait, nos utilisateurs. De quoi, qu'est-ce qu'ils vont regarder, qu'est-ce qui va être important pour eux. Et là aussi, il y a plein d'études. Mais dans la user research, ce qui va nous intéresser ici, c'est de développer ce qu'on va appeler une fiche d'identité de notre avatar, de notre client interne, de notre client externe, de notre utilisateur. Ici, c'est un exemple de fiche avatar que j'utilise moi-même par rapport au client, directeur, manager que je cible. Ici, il s'appelle Stéphane, donc en fait, c'est très clair. La meilleure manière que j'utilise pour parler à mon avatar, c'est d'imaginer une personne que je connais, que j'ai rencontrée, qui représente cet avatar et que j'imagine lui parler. Je me souviens des interactions que j'ai avec cette personne ou des interactions que j'ai eues avec cette personne. Et vous avez ici, j'ai un peu de mal à voir, mais typiquement, c'est quoi son profil, son âge, où est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est marié, il a des enfants, c'est quoi le social media, qu'est-ce qu'il utilise comme connexion, comme application, comme lecture, c'est quoi la description, c'est quoi sa personnalité, est-ce qu'il est introverti, extraverti, quelle expérience il a avec le type de produit, de service que je lui apporte, quelles attentes il a, mais aussi quels objectifs, quelles frustrations, qu'est-ce qu'il attend globalement par rapport à ce qui se passe. Et on voit en bas à droite ici ce qu'on appelle une journée type. Qu'est-ce qui est important pour lui? Comment est-ce qu'il vit sa journée? Donc faites cet exercice. Allez identifier votre utilisateur de votre application, de votre service, de votre formation, si vous êtes formateur interne, externe, et allez voir, tiens, votre utilisateur à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors oui, c'est un effort, mais le gain est incroyable parce que la personne qui se sent comprise, elle a envie de travailler avec vous. Elle a envie que vous lui apportiez de la valeur. Il n'y a rien de plus gratifiant pour moi, pour chacun d'entre nous, que de se sentir compris et entendu, car on se sent exister. On sent que nos besoins pourraient enfin être répondus pour de bon. Voici une autre méthode pour aller encore plus loin, c'est une autre fiche qu'il est possible de développer, la fiche d'identité. Votre avatar le plus stratégique, c'est quoi son nom, son prénom, son âge, homme, femme, situation maritale, est-ce qu'il a de la famille, où est-ce qu'il vit. Son cadre de référence, c'est quoi? Le vocabulaire, le langage qu'il utilise. Le niveau intellectuel, bac plus 1, bac plus 5. Les pensées dominantes, à quoi il pense tout le temps. Les citations, les métaphores qu'il préfère. Les sources d'inspiration, les lectures, les médias qu'il regarde. Ses passions, ses loisirs, ses réseaux, ses communautés, ses souvenirs, ses points communs. Sa journée type. Qu'est-ce qui l'inspire? Qui est-ce qui l'inspire? Et après, son cadre business. C'est quoi son niveau de responsabilité s'il est dans l'entreprise? C'est quoi ses revenus, son patrimoine, sa carrière, son background, le secteur dans lequel il est passionné, son style de management, les problèmes, les défis et challenges, et son ambition professionnelle. Donc ça, c'est un peu une fiche d'identité. Ensuite, on peut affiner ses besoins. C'est quoi les besoins en surface, ceux qui sont en haut de l'iceberg? Les difficultés et problèmes, manque de temps, ses collaborateurs qui ne suivent pas, ses frustrations. Qu'est-ce qu'il dit le plus souvent? De quoi il se plaint? Ah, ça avance pas assez vite. Ou alors, c'est trop stressant ce travail. C'est quoi les besoins qu'il exprime de manière explicite? À partir de ces problèmes en surface, on va approfondir pour aller voir les problèmes en profondeur, qui sont rarement exprimés. Les besoins implicites, tout comme Henry Ford a vu que les besoins explicites et les problèmes en surface étaient des chevaux plus rapides, mais le besoin implicite, c'était un moyen de transport pour aller plus vite et peut-être qu'il soit moins inconfortable qu'un cheval. Et bien justement, dans les problèmes en profondeur, il y a le désir profond. Qu'est-ce qu'il désire profondément? C'est quoi les rêves qu'il désire? C'est quoi les peurs irrationnelles ou les craintes? C'est quoi la motivation? On peut aussi approfondir ses objections. C'est quoi les freins? Quand on lui présente notre service, notre produit, notre application, qu'est-ce qu'il a l'habitude de dire? « Ah, j'ai déjà vu ça, d'autres applications le font déjà. » Comment vous répondez à ces objections et quels sont les arguments? Enfin, vous pouvez utiliser aussi du profiling. Un profiling qui est assez fréquent dans la vente, c'est le son-casse, sécurité, l'orgueil. Ah, je ne sais plus ce qu'il signifie exactement, mais vous le retrouvez ici. Le son-casse permet d'aller voir quels sont les motivateurs en fait, premiers de la personne, en termes de sécurité, d'orgueil, de finances ou justement d'environnement pour aller plus loin.
L'ensemble de ces éléments prend du temps, oui, c'est vrai. Mais plus vous allez comprendre et rentrer dans le monde de votre client, de interne, externe, de votre utilisateur, plus il y a de chances que ce que vous allez lui apporter lui apporte de la vraie valeur. Voilà ce premier outil que je vous invite à pratiquer dès maintenant. Par rapport aux activités que je mène, que mon équipe mène, c'est qui le client? C'est qui l'utilisateur? Et de faire cet exercice individuellement, de personnifier cet avatar ou cette persona, il y a différentes dénominations, et d'aller faire cet exercice d'identité, c'est quoi ses besoins, ses problèmes, son profiling, et d'échanger dessus.